Chers amis, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de chat vidéo du maire. Il y a beaucoup de questions en attente, des questions sur lesquelles je n'ai pas répondu par manque de temps le mois dernier. Donc, écoutez, sans plus attendre, première question. Alors bonsoir à tous, bonsoir monsieur le maire. La première question est posée par Josette. Elle voudrait savoir quand le Lidl au Prado va ouvrir. Bonsoir Josette. Écoutez, donc c'est imminent, c'est d'ici quelques jours en fait. Je crois que dans une dizaine de jours, le Lidl devrait ouvrir. Après des travaux là, qui se sont faits très rapidement finalement, et les aménagements routiers aussi, puisque j'ai pu vérifier que le giratoire qui était mis en place était opérationnel il y a quelques temps. Donc voilà, donc encore un peu de patience, quelques jours de patience, et vous pourrez bénéficier de ce commerce de proximité. Et une question de la session précédente de Sylviane. Quand allez-vous réaliser des travaux rue Alain Fournier? Écoutez, là, rue Alain Fournier, enfin, pour vous expliquer, c'est que quand on décide de réaliser des travaux de voirie, hein, que ce soit sur les trottoirs ou sur la chaussée, ce sont des programmes sur lesquels on réfléchit, que l'on chiffre surtout, hein, c'est ça qui est important, et qu'on peut intégrer dans les budgets primitifs que l'on vote chaque année. Donc là, nous sommes en train de préparer le budget primitif 2019. Les discussions sont toujours en cours. Elles devront se finaliser probablement au mois de janvier-février, puisque le vote a lieu donc, au conseil municipal du mois de mars. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui si la réfection de votre rue est prévue en 2019. La prochaine question est posée par Benjamin. Quand allez-vous commencer le haut de la rue Louis Mallet? Eh bien, écoutez, nous allons démarrer donc, on va dire mi-janvier, hein, on va laisser passer les fêtes, en espérant qu'il n'y ait pas d'intempéries, bien évidemment. Et puis, les travaux devraient être terminés dans le courant de l'année 2019. Donc, le gros des travaux sera fini à l'été. Il y aura peut-être encore quelques finitions au retour des vacances de l'année prochaine. Une nouvelle question de la session précédente posée par Mathieu. Est-il prévu des travaux d'aménagement route de la Chapelle? Les trottoirs ne sont pas entretenus avec de nombreux trous et fissures. Oui, alors même réponse que celle que j'ai formulée donc, à la première, à Josette qui m'a posé la première question. Nous sommes en train donc, de travailler sur le budget primitif pour l'année prochaine. Et bon, il est possible, mais ça je ne peux pas préjuger des propositions des services ou des élus sur la réfection des voiries, en particulier de la route de la Chapelle. La question suivante est posée par Pierre, qui est à la recherche d'un emploi. J'ai entendu parler de la mission emploi. Comment cela fonctionne? Écoutez, c'est assez simple en fait, hein, pour rappeler la fonction de la mission emploi, c'est de mettre en rapport des chercheurs d'emploi et des entreprises qui cherchent à recruter. Donc bon, tout simplement, vous allez sur le site internet, vous allez pouvoir trouver le numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous, ou vous déplacez donc dans les bureaux de la mission emploi qui se trouvent au premier étage de la halle Saint-Bonnet, mais l'entrée est rue Parmentier. Et donc vous serez reçu par un conseiller, ou un rendez-vous sera calé. Bon, bah, tout simplement par rapport à votre profil, par rapport à vos compétences, par rapport à vos envies, on essaie de ce qu'on appelle matcher par rapport aux offres d'emploi que nous connaissons, et nous mettons simplement en relation les chercheurs d'emploi des entreprises que recrutent, pardon, dès lors qu'effectivement les compétences correspondent, ou toute manière, ou tout au moins sont approchantes. Donc voilà, ça va relativement, ça peut aller vite, ça peut être plus long, hein, ça dépend effectivement des cas et des offres qui se trouvent en ce moment. Je vous donne simplement un indicateur de réussite de cette nouvelle structure, hein, qui a été mise en place au mois de septembre 2015, donc qui a fêté son 3e anniversaire il n'y a pas très longtemps, quelques semaines. Nous avons, grosso modo, pour vous donner gros chiffres, 1500 retours à l'emploi, donc 420 en CDI. Donc c'est une belle réussite, puisque par cet intermédiaire, nous avons pu sortir des personnes et des familles qui étaient en difficulté et qui ont pu ainsi retrouver un emploi. Et une nouvelle question de la session précédente, question posée par Lydia. Pourriez-vous envisager plus de bornes pour attacher les vélos dans Bourges? Oh oui, tout à fait, hein. Vous savez, l'implantation, alors pas de borne, mais de support vélo, hein, progresse chaque année. Donc on répond souvent à la demande, hein, bon, dès lors que la demande est justifiée, parce qu'évidemment, il ne faut pas
il ne faudrait pas qu'on nous demande d'avoir un appui-vélo devant le domicile de chaque verrouillé. Mais en tout cas, voilà, dès qu'il y a une demande qui est formalisée, ça peut être devant des services publics, ça peut être devant des administrations, ça peut être devant des commerces, hein, ou à proximité sur des parkings, notamment en centre-ville, mais pas que, aussi dans l'ensemble des quartiers. Nous en disposons. Alors je ne sais plus combien il y en a aujourd'hui en ville, mais je suis sûr qu'on doit compter en plusieurs centaines d'appuis vélos. Rudy Rouzens, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, pardon, à quand des barrières de protection le long du plan d'eau? C'est un sujet qui est récurrent, ces problèmes de barriérage. Alors comment expliquer? En fait, on peut difficilement imaginer de sécuriser tout le plan d'eau en mettant des barrières tout autour. Enfin, d'abord, je pense que ça choquerait l'esthétisme de ce lieu qui doit rester un lieu de biodiversité, un lieu sauvage. Et puis, et en même temps, bah, effectivement, sécuriser. Alors, c'est pour ça que mettre des barrières partout, de toute manière, je pense que ça ne résoudra pas des problèmes de sécurité. Au contraire, je pense que ça risque d'en provoquer, puisqu'on le voit, hein, quand on a des barrières en ville, à proximité ou des bars ou des établissements scolaires, souvent, alors les enfants, je ne stigmatise pas sur les enfants, mais s'assoient finalement sur ces barrières. Donc le risque, effectivement, c'est de gérer un accident. Donc voilà, on n'a pas trouvé pertinent, et moi j'avais déjà cette question qui m'a été posée plusieurs fois du temps où j'étais adjoint aux travaux. Il ne me semble pas pertinent, effectivement, de mettre des barrières, sachant que, bon, on n'a pas recensé d'accidents de ce type, de personnes qui risqueraient, enfin, ou en courant ou sur du vélo, tomber à l'eau, même si on a déploré c'était pas un accident, c'est un autre sujet, pas lié à la barrière, il y a quelques jours, quelques semaines. Mais voilà, je pense que c'est difficilement envisageable et je crois que ça change. Ça me paraît pas pertinent d'une part, et puis je pense que ça changerait effectivement la physionomie de notre plan d'eau et qu'il faut laisser un peu libre comme il est. La question suivante est posée par Eric Cash. Quand allez-vous réaliser des travaux dans la patinoire de Bourges, car elle nous manque? Oui, elle vous manque, elle nous manque, vous avez raison. Écoutez, c'est un sujet qu'on a évoqué il y a pas très longtemps. J'avais une réunion cet après-midi là-dessus. Donc en fait, nous avons lancé une consultation auprès des entreprises, hein, pour réparer en fait cette patinoire. Nous attendons effectivement le retour des consultations. À partir de là, il va falloir qu'on sélectionne les différentes entreprises et lancer les travaux qui pourraient être lancés très probablement dans le cours de l'année prochaine. Une question d'Alexandrine maintenant. Pourriez-vous nous indiquer, s'il vous plaît, les raisons pour lesquelles le centre social du Val d'Oron ne propose pas d'accueil périscolaire les mercredis pour les enfants du quartier? Bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez posé la question au CCAS, hein, c'est finalement à eux de gérer tout ça. Bah, tout simplement, comme vous expliquez, on est à la fois mesuré dans les centres sociaux, hein, je parle de celui que vous avez cité, mais les autres, avoir la bonne adéquation entre le besoin, le nombre d'enfants à qui on pourrait proposer ce service, et puis en même temps notre capacité financière de pouvoir répondre à ces besoins. Bon, on a des expériences là-dessus, hein, sur les années précédentes, quand les activités étaient en place. Et malheureusement, il y a beaucoup de demandes, mais il y a une relativement faible fréquentation. Alors peut-être qu'il faut qu'on remette en cause le contenu de ce qui est proposé. Mais voilà, c'est ça qu'il faut regarder, c'est à la fois la demande, la réalité des choses, la fréquentation, et puis en même temps, au regard les ressources qu'on peut mettre en face. La prochaine question est posée par Jimmy de Bourges. Une fois que la nouvelle MCB sera construite, des offres d'emploi seront-elles prévues? Alors, je suppose que c'est à l'intérieur de la MCB, hein, des salariés et des ressources nécessaires pour le fonctionnement de la Maison de la Culture. Alors bon, là, on est hors de compétence de la ville de Bourges. Il faut rappeler que la Maison de la Culture est gérée d'abord est dirigée par un directeur, hein, qui est nommé sur des périodes à partir d'un projet. Et donc, c'est à lui que revient la gestion en fait, de l'outil qu'on met à disposition, en quelque sorte, et gérer en fait ses ressources. Alors, voilà, j'aurais tendance à dire, voilà, attendons effectivement que cette maison de culture soit opérationnelle. Hein. Je rappelle que l'objectif étant l'été 2020. Et c'est à ce moment-là, peut-être, une fois encore, je ne peux pas vous répondre, hein, ce n'est pas dans mes compétences, peut-être qu'il y aura un besoin de ressources.
Une question de Nathan Piras. Pourriez-vous installer des bancs devant le lycée Jacques-Cœur? Oui, techniquement, oui. Voilà. Après, pratiquement, l'installation de bancs est toujours très très compliquée. Alors, pas techniquement, hein, bien évidemment. Euh, mais pourquoi? Je vais vous expliquer très simplement. Donc, on a beaucoup de demandes d'installation de bancs hein, dans les rues de Bourges. Par contre, le choix de l'implantation, du lieu d'implantation, doit être vraiment réfléchi. Pourquoi? Parce que ça peut être un lieu qui génère de la gêne, hein, notamment à proximité des habitations. Un banc, vous savez, ça peut être l'occasion de se rassembler, en fait. Et parfois, des rassemblements peuvent avoir lieu à des périodes un peu plus tardives de la journée et générer des bruits et la gêne pour les habitants qui sont à proximité. Donc, moi, sur le principe, pourquoi pas, hein, on peut l'étudier. Maintenant, il faudrait qu'on voit précisément, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit par courrier, soit par email, de lieu d'implantation. On étudiera avec attention votre proposition et on pourra éventuellement, si ça convient, transformer votre demande en réalisation. Une nouvelle question de la session précédente, une question de Thomas. Ne serait-il pas envisageable un ou plusieurs giratoires au niveau du camping pour fluidifier la circulation aux heures de pointe? Très sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de besoin sur cette avenue, sur le boulevard de l'Industrie, parce qu'en fait la circulation est relativement fluide. D'ailleurs, on, on le démontre puisqu'on a réduit le nombre de voies hein, qui étaient présentes sur cet axe-là. On l'a fait en y réfléchissant et on fait des comptages auparavant pour s'assurer qu'on ne crée pas de difficultés. Et un giratoire n'a de sens que dans la mesure où il y a des rues qui débouchent sur ce giratoire. Donc là, bon, j'imagine que vous raisonnez par rapport à l'avenue de Robinson, parce qu'autrement, vous avez un giratoire beaucoup plus haut. L'étude du carrefour qui est juste avant de la rue de Mazières et du boulevard de l'Industrie fonctionne bien. On n'a pas de retour aujourd'hui sur des bouchons. Après, je crois que sur la fluidité, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on relativise un peu le manque de fluidité qu'on peut ressentir à Bourges. Tout est relatif. C'est vrai qu'à des heures de pointe, il y a un peu plus de voitures qu'en journée. Heureusement d'ailleurs, mais enfin, la traversée, on va dire, de Bourges, même aux heures de pointe, se fait aller en un quart d'heure, 20 minutes maximum. Donc on n'est pas sur des axes de circulation qui génèrent des temps d'attente importants. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, votre demande, je pense qu'elle n'est réellement pas pertinente, d'une part, et puis d'autre part, ça a aussi un coût d'investissement non négligeable. Vous savez, un giratoire, à l'endroit de la rue de Mazières et du boulevard d'Industrie, c'est à peu près entre 500 et 600 000 euros. Donc voilà, je pense que sincèrement, que le jeu n'en veut pas la chandelle. La prochaine question est posée par Céline Lalo. Pourquoi avoir changé de nouveau le sens de circulation de la rue de Gionne? Le stationnement redevient comme avant. C'est dommage car la rue était devenue beaucoup plus agréable pour les piétons. C'est assez simple, hein, d'ailleurs, il y a un courrier qui a été envoyé à l'ensemble des riverains concernés. Je rappelle que c'était une période test, hein, on l'avait bien présenté comme ça. Il y avait une réunion publique qui avait été organisée au mois d'avril, de mémoire, je crois que c'est le 21. Je ne suis pas sûr de la date, mais en tout cas, je sais que c'était au mois d'avril. Donc on a mis à titre expérimental une partie de la rue de Gionne en sens unique, avec deux objectifs. D'une part, traiter le problème des vitesses pratiquées, qui était a priori importante. Et le deuxième sujet, c'était de réguler le stationnement sauvage sur les trottoirs. Donc on a fait des constats avant mise en place du sens unique et du stationnement sur voirie, hein, avec des marquages, et puis on l'a fait après. Alors qu'est-ce qu'on a constaté? D'une part que les vitesses pratiquées sont les mêmes avant qu'après, c'est-à-dire qu'en fait on est à 1% de dépassement par rapport à la vitesse pratiquée, avant et après, donc c'est la même chose. Deuxièmement, que le stationnement sur voirie fonctionnait plutôt bien, mais par contre, un gros inconvénient dans les comptages des autres rues adjacentes, hein, notamment si on prend la rue Abbé-Moreux et la rue Proudhon, hein, qui est parallèle, on va dire, à la rue de Gionne, hein, à peu près, parce que c'est par là que finalement les véhicules passaient. On a constaté une augmentation du trafic multipliée par 4 par rapport à ce qui était avant. Et en plus avec des transports en commun. Donc en fait, on a déporté finalement un problème de flux de circulation
sans avoir les bénéfices qu'on espérait ou qu'on imaginait en fait rue de Giot. C'est pour ça qu'on est revenu en arrière, donc avec une adaptation, c'est-à-dire qu'on vous avez pu voir que le stationnement maintenant est autorisé à cheval sur le trottoir, sur cette partie, à côté du lycée Jacques Coeur, en respectant un espace de 1,40 m pour les cheminements piétons, et on a interdit le stationnement sur le trottoir de l'autre côté. Donc, ce qui fait qu'on a finalement on a résolu le problème, puisque vitesse pratiquée identique avant-après, stationnement régulé à cheval sur le trottoir et autorisé, et interdit de l'autre côté, ce qui fait que voilà, on a trouvé le bon compromis. Voilà la raison pour laquelle, après 5 ou 6 mois d'utilisation, on a fait ce choix de revenir en arrière. La prochaine question est à nouveau une question de la session précédente et à nouveau de Jimmy de Bourges. Le sens prioritaire de la route de la Chapelle a été modifié. Des panneaux céder le passage ont été posés et cela a surpris beaucoup de conducteurs. Pourquoi ce changement ? Ce changement, puisqu'en fait, aussi sur la route de la Chapelle, il y a des vitesses pratiquées qui étaient importantes et révélées importantes. Les comptages l'ont révélé. D'ailleurs, on a fait 2 aménagements. Bien en amont, on avait fait des chicanes, des sortes d'entonnoirs qui permettaient aussi de réduire les vitesses, mais on n'avait pas de solution de ce type-là. On a testé des solutions aussi sous forme de chicane dans la deuxième partie, la partie entre on va dire la rue des Castors et puis le bas de l'avenue Marcel-Eglen. Et donc on avait des problématiques d'implantation de ces chicanes parce qu'il y a des sorties de garage, des sorties de cours, donc ça posait des difficultés de cette mise en place. C'est pour ça qu'on a fait ce choix de revenir, on va dire, à un statut de priorité à droite, mais on l'a finalisé par un céder le passage. Et puis les choses fonctionnent plutôt bien, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de remontées négatives quand on a expérimenté ces fameuses chicanes, notamment je me rappelle d'un barnum qui a eu lieu dans le quartier aéroport quelques semaines après la mise en place. Et puis donc on a proposé cette autre solution et qui aujourd'hui a l'air globalement de satisfaire. Il faut peut-être qu'on marque un peu plus, j'en discutais avec les services hier matin, il faut qu'on marque, alors peut-être par des signaux lumineux, pardon, de manière à ce que ceux qui ne sont pas habitués visualisent bien qu'il y a un céder de passage à cet endroit-là. La question suivante est posée par Michel Bailly. Serait-il possible d'installer des cendriers pour les fumeurs aux arrêts de bus ? Cela éviterait les nombreux mégots au sol. Oui, je suis assez d'accord sur ce sujet. Alors, pas forcément aux arrêts de bus, j'irais même à d'autres endroits de la ville, notamment là où il y a des poubelles. Je pense qu'il y aurait une logique qu'on puisse installer des cendriers. Ça éviterait effectivement de trouver des mégots par terre. Bon, maintenant, il faut qu'on le regarde, ça aussi, parce que ça a un coût, démultiplier des cendriers. Par contre, voilà, j'en appelle aussi, peut-être en attendant, au civisme des fumeurs. Voilà, quand on a une cigarette, on peut d'abord éteindre le mégot d'une façon discrète, justement sur le bord d'une poubelle, et éventuellement, une fois que le mégot est éteint, évidemment, le jeter au moins dans cette poubelle ou le garder dans sa poche pour le jeter ailleurs, ou alors s'équiper de petits cendriers de poche, ça existe dans tout bureau de tabac, et puis voilà, éviter effectivement de souiller la ville, parce que quand j'entends dire que la ville est sale, bon, en général, ce n'est pas dû qu'au mégot, mais quand même, j'ai tendance à dire, pour faire en sorte que la ville soit peut-être plus propre, c'est d'éviter de la salir. Donc ça sera beaucoup plus simple. Bon, et puis le mégot, en plus, c'est fort désagréable, puisque la durée de destruction d'un mégot est très très longue, c'est plus de 10 ans. Donc voilà, on ne traite pas une épluchure d'orange comme un mégot. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut jeter vos épluchures d'orange par terre, mais en tout cas, voilà, ça a aussi un côté très nocif. Mais voilà, effectivement, votre réflexion sur les cendriers de rue est intéressante. Une question de Jules. J'ai vu dans le journal qu'il y avait de plus en plus de caméras dans les rues de Bourges. Pourquoi en installer plus en centre-ville que dans les autres quartiers ? Il n'y en a pas forcément plus. Enfin, je vais vous expliquer comment. D'abord, on a souhaité, au début du mandat, c'était un engagement que j'avais pris personnellement, de doubler le nombre de caméras sur la ville de Bourges. Donc, c'est chose qui est faite, puisqu'il y avait une petite quarantaine, non, un peu plus de 40, je crois qu'en 2014. Et là, nous en sommes à 101, donc on a dépassé les 100. Et puis l'implantation de ces caméras, elle ne se fait pas comme ça, parce qu'un matin on se lève en disant on va mettre une caméra ici. Il y a tout un
une procédure. Alors, soit il y a des demandes effectivement de riverains, de responsables d'établissements scolaires ou autres, soit il y a et la plupart du temps c'est des demandes aussi de la police nationale hein, qui utilisent aussi ces caméras, hein, puisque elles ont une visu 24 heures sur 24 sur les écrans, et la police nationale nous conseille d'en installer à tel et tel endroit. Et puis il y a un comité qui se regroupe régulièrement par rapport à des propositions d'implantation, et c'est ce comité qui rassemble des personnels de la ville, des personnels des représentants de la police nationale, de la police municipale, représentants aussi de la société civile. Et c'est comme ça en fait qu'on définit, qu'on valide ou non d'ailleurs des implantations de caméras. Alors, donc c'est pour ça que ces implantations, ne sont pas définies en nombre en disant il faut en mettre plus sur le centre-ville qu'en mettre à l'extérieur. Par exemple, des lieux d'implantation qui sont intéressantes, c'est là où, dans le cadre de méfaits, hein, ou de quelqu'un qui part en voiture, ce sont les axes qui amènent à sortir de la ville. Hein, c'est-à-dire notamment la première ceinture, la deuxième ceinture, ce sont des lieux aussi de passage comme la gare. Enfin, vous voyez, ce sont des lieux stratégiques qui sont définis, et ce n'est pas une volonté de dire on va servir le centre-ville et pas les autres quartiers, parce que si vous regardez bien la carte, proportionnellement, il y en a autant en dehors de l'hypercentre qu'il y en a à l'intérieur de l'hypercentre. La question suivante donc est une question de la session précédente. Elle est posée par Sébastien. Malgré la présence d'un ralentisseur rue de Turly avant le rond-point, les voitures s'engagent quasiment sans freiner dans ce giratoire. Les véhicules qui arrivent donc de l'avenue Arnaud de Vaugué doivent forcément s'arrêter avant de s'engager. Serait-il possible de mettre un stop rue de Turly au lieu d'un rond-point ? Oui, je fais la même réponse. Techniquement, tout est possible. Je pense qu'il faut être aussi très pragmatique. Des comptages de vitesse, j'expliquais tout à l'heure dans le secteur de la rue de Gionne, on en fait rue de Turly assez régulièrement. On peut en refaire aujourd'hui pour vérifier que les vitesses pratiquées, en moyenne, sont conformes à la limitation de vitesse. Bon, après, il peut toujours y avoir un individu qui voudra rouler plus vite, et puis de toute manière, vous avez beau mettre un stop ou quoi que ce soit, et s'il a décidé d'aller vite, il ira vite. Bon. Je crois que ce giratoire fonctionne plutôt bien. Maintenant, voilà, soyons... alors peut-être j'aurais tendance à dire que si les véhicules ne freinent pas, c'est peut-être qu'elles sont à la limitation, à la vitesse autorisée. C'est peut-être tout simplement pour ça. Et puis qu'il faut faire aussi preuve de prudence. Vous avez un régime de priorité. C'est un régime de priorité, ce qui n'empêche pas qu'il faut quand même vérifier autour de soi s'il y en a qui ne les respectent pas. Donc, voilà. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment pertinent de mettre un stop. Et une fois encore, je pense que celui qui aura décidé d'aller vite, s'il dépasse les vitesses limitées, c'est-à-dire il est en capacité de griller un stop. Donc en fait, voilà, le problème est, à mon sens, n'est pas là. Il n'est pas technique, et je trouve que ce carrefour est plutôt bien aménagé. Une question de Yolande Paulet. Pourquoi les bus de nuit type Eurolines ne circulent plus à Bourges ? Les compagnies interrogées nous ont dit que la mairie ne souhaitait pas la circulation de ces bus dans la ville. Oh, je sais pas. Alors d'abord, alors si les services de la ville ont pris cette décision, sincèrement, le maire n'est pas au courant, et je suis quand même très surpris. Parce que je pense que sur des sujets-là, on m'aurait sollicité, donc attention à ce qu'on peut vous raconter. Bon, d'abord, ce ne sont pas des bus qui passent tous les quarts d'heure, hein, donc il y a une fréquence quand même relativement faible, dans des quartiers en plus où ces bus stationnent essentiellement, alors je ne sais pas si c'est ceux-là d'ailleurs qui sont à la gare routière, mais enfin on est quand même dans des secteurs où on n'est pas dans des secteurs des quartiers résidentiels. Donc voilà, moi j'ai donné aucune consigne en tout cas sur ce sujet. Donc c'est peut-être aussi, je me méfie des fois, une mauvaise raison qui est apportée par la société pour expliquer qu'il supprime effectivement des circulations, enfin des lignes, des liaisons pendant la nuit. Une question de Marine ACB. Pensez-vous qu'il serait possible de mettre un lampadaire au début du chemin du Grand Mazières, car de nuit c'est assez dangereux puisque c'est le noir total ? Oui, c'est toujours possible. Alors moi, ce que je vous demanderais, si vous voulez, pour que je suive un peu ce type de proposition, écrivez-moi, faites-moi un email, faites-moi un courrier, enfin, pour que je puisse mémoriser en fait cette demande, et on regardera effectivement ce qu'on peut faire. Bon, peut-être qu'il manque un candélabre à cet endroit-là, donc effectivement, si vous nous le dites, je vous crois sur parole, mais on peut regarder effectivement d'en rajouter là à cet endroit-là.
Une question de Michel. Quand pensez-vous mettre les caméras sur les entrées des marais comme annoncé dans la presse? Alors, je n'ai pas le programme exact des implantations, mais excusez, mais je connais un peu mes dossiers, mais pas forcément dans le détail, hein, sur l'implantation programmée, en tout cas sur la cession des 101 caméras dont on parlait tout à l'heure. Les implantations sont terminées maintenant, donc ça peut faire partie du programme 2019, un programme 2019 qui va être travaillé là, dans les prochaines semaines, et peut-être qu'effectivement ces caméras-là, si elles vous ont été promises, bon, je ne sais pas par qui, mais en tout cas si elles vous ont été promises, feront partie des prochaines caméras qui seront implantées. Une question de la session précédente, elle est posée par John Warner. La rocade de Bourges va-t-elle passer en 4 voies? Parce que la circulation sur cette rocade est insupportable. Alors, bon, d'abord, pour rappeler que la compétence de la rocade est au département et pas à la ville ni à l'agglomération, mais bon, le sujet, je connais un peu. Bon, très clairement, voilà, on n'a pas une rocade qui a 2 fois 2 voies. Il y a certains endroits, effectivement, c'est le cas, qui permet effectivement de dépasser en toute sécurité. Bon, de là à dire que la circulation est épouvantable, bon, alors je sais pas, moi je dirais comment on faisait avant quand il n'y avait pas de rocade, quoi. Enfin, voilà, et puis si c'est vraiment épouvantable, moi je vous conseille d'utiliser, donc ne pas la prendre et passer par ailleurs. Bon, je crois qu'effectivement, il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué. Il y a des périodes, notamment des périodes de pointe. Bon, je ne sais pas de quel secteur vous voulez parler en particulier, mais bon, j'imagine bien la proximité de la zone d'activité du Moutet, de la voie romaine, tout ce secteur-là, qui peut être effectivement compliqué à certaines heures. Mais enfin, globalement, de dire aujourd'hui que la rocade est impraticable, voilà, je pense que vous allez, à mon sens, un peu fort. Mais c'est vrai que, je vous l'accorde, par moments, les choses sont un peu plus pénibles. Voilà, alors les choses vont peut-être aussi s'arranger quand on aura définitivement terminé cette rocade. Enfin, quand je dis on, le département qui porte le projet, donc là c'est sous 2-3 ans maintenant. Peut-être effectivement le flux de circulation va pouvoir un peu s'étendre et faire en sorte que on va dire l'utilisation de cette rocade sera peut-être mieux répartie, donc une meilleure fluidité de la circulation automobile et de camions. Une nouvelle question de la session précédente. Céline vous demande, les magasins du centre-ville sont en train de fermer les uns après les autres. Il y en a déjà 4 qui sont sur le point de fermer. Que comptez-vous faire? Très bien votre message. Mais sur l'objectif, il y a des magasins qui ouvrent aussi. Alors, on a toujours tendance à dire les magasins ferment. Certes, je ne veux pas vous dire le contraire, les magasins ferment, mais il y a aussi des magasins qui ouvrent. Il y en a encore un autre qui s'est ouvert cette semaine. Donc, portant un message, pas que négatif. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est tout le schéma du... Vous savez que la Bourges a été intégrée dans le plan national cœur de ville, hein, parmi les 222 communes, qui sont des villes moyennes pour l'essentiel, qui connaissent la même situation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été reconnus. Alors, il y a plusieurs axes sur lesquels nous allons travailler, enfin, sur lesquels nous réfléchissons déjà. Et donc, on doit rendre notre copie au service de l'État pour connaître quelle est la participation de l'État sur ce projet. Donc, ça, notre copie devrait être rendue à l'été prochain, en tout cas, au plus tard. Et puis, alors, plusieurs axes. C'est quoi? D'abord, il faut qu'on retravaille sur... comment dire, sur l'attractivité de l'hypercentre et du centre-ville. D'abord, par exemple, sur l'aménagement des espaces publics, hein, refaire des rues, refaire des places, refaire la rue Cours-Salon, refaire la place Gordon, refaire la rue, j'ai perdu son nom, je reviendrai dessus, la rue Jean Girard, refaire la rue Mirbeau, de manière à avoir, je dirais, quelque chose d'homogène par rapport à la réflexion qui a eu lieu sur Avaricom. Bon, avoir un centre-ville agréable où on a envie de se balader. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, c'est comme ça, c'est un constat. Il faut qu'on repense aussi la rue Pellevoisin, il faut qu'on repense la rue du Commerce, il faut qu'on repense la rue Moyenne, il faut qu'on repense la rue de Rouen. Voilà ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Il faut qu'on repense aussi la place Cujas avec le débouché de l'immeuble des Forestines, bon, pour lequel le sujet est en train d'avancer. Je vous en dirai un peu plus tard, mais en tout cas, le sujet qui est en train d'avancer. Il faut qu'on travaille aussi sur le logement. Il faut qu'on aide en fait les propriétaires aujourd'hui à réhabiliter leur logement dans l'hypercentre. Un commerce de proximité ne fonctionnera d'autant mieux qu'il aura des habitants de proximité. Aujourd'hui, il faut noter aussi qu'on a une désertification de l'habitat en centre-ville. Donc, pourquoi? Parce qu'on a des habitats qui ne sont pas appropriés,
problématiques d'accessibilité, des problématiques même d'insalubrité dans certains logements. Donc il y a cet axe-là lié à l'habitat. Il faut aussi qu'on travaille aussi au rachat, mais peut-être avec des partenaires privés de commerce ou de bâtiments qui abritent des commerces et aussi des logements, parce que c'est lié aussi, et qu'on essaie de voir comment on peut réhabiliter ces commerces, assurer l'accessibilité de ces logements au-dessus des commerces d'une façon pratique, parce que la plupart du temps, vous savez, c'était les commerçants qui habitaient avant au-dessus, et après ils n'ont plus habité là, ils ont mis leurs réserves, et puis finalement les réserves, ils en ont de moins en moins. Donc l'accès à ces logements-là se fait par le commerce. Donc voilà, il y a aussi un investissement qu'on doit faire auprès de... un accompagnement auprès des investisseurs privés pour redynamiser les commerces et faire en sorte que d'abord leur qualité des commerces soit, en tant que bâtiment et espace, soit agréable, et d'une part qu'on puisse pratiquer aussi des loyers qui soient beaucoup plus faibles. Aujourd'hui, il y a des loyers à Bourges qui sont beaucoup trop faibles et qui fait qu'aujourd'hui, les commerçants ne veulent pas s'implanter parce que les propriétaires ne veulent pas baisser le niveau des loyers et ils sont beaucoup trop chers pour les activités que certains commerçants vont mettre en place. Donc voilà, c'est des pistes. Il faut qu'on travaille aussi beaucoup sur le tourisme, hein, chose qu'on a déjà fait. Il faut qu'on travaille sur l'attractivité de notre territoire. Donc c'est tout le cœur du plan, le plan national cœur de ville. Un autre aspect, c'est la mise en place, c'est le respect de la mise en place du moratoire que le maire a pris, hein, que j'ai pris donc au mois d'octobre de l'année dernière, hein, qui interdit de nouvelles implantations de surfaces alimentaires en périphérie de la ville de Bourges, mais sur le périmètre de la ville de Bourges. C'est ça aussi qu'il faut faire, donc arrêter cette hémorragie-là. Il faut aussi, en même temps, comment dire, il faut aussi que les commerçants se prennent en charge. Et il faut aussi que les commerçants se prennent en charge sur l'évolution des besoins des consommateurs. C'est ça aussi que une collectivité ne peut pas tout faire non plus. On a fait déjà des actions que j'allais oublier, mais c'est la baisse des tarifs de parking sur les parkings ouvragés depuis le 1er janvier. C'est la suppression, en fait, la gratuité du parking du stationnement sur voirie à partir de 17h tous les jours. Donc c'est des actions qu'on peut mener pour aider effectivement les commerces à mieux fonctionner. Mais il y a aussi les commerçants qui doivent se prendre en charge. Alors ça se fait beaucoup déjà à travers l'Office du commerce et de l'artisanat de Bourges, hein, qu'on a mis en place au début du mandat, qui crée des animations qui sont aussi intéressantes, mais il faut aussi que les commerçants se prennent en charge et adaptent effectivement leur offre par rapport aux besoins. Pour faire marcher un commerce, il faut un commerçant, mais il faut aussi des clients. Les clients sont exigeants, ont des besoins. Les besoins aujourd'hui ne sont sans doute pas les mêmes que ceux d'hier, ils seront sans doute différents encore demain. Il y a la problématique aussi que je n'ai pas citée de la vente par Internet, hein, qui pénalise beaucoup les commerces de proximité. Alors je n'ai pas la capacité de fermer Amazon, mais ça fait du mal aussi aux commerçants de centre-ville. Mais pour pallier tout ça, il faut être meilleur. Alors, il faut être meilleur sur des sujets différents. Il faut apporter peut-être, le commerçant de centre-ville doit apporter peut-être, on va dire, un meilleur service que d'autres commerces pour donner envie aux clients de venir chez eux. Donc voilà, je crois que c'est tout cette... on ne va pas changer en claquant des doigts, on va pas changer les choses en claquant des doigts, mais en tout cas, voilà, on a engagé beaucoup de choses. Ouais, je vous parlais de la réfection des espaces publics. Vous voyez, si vous êtes passé il n'y a pas très longtemps, les travaux qu'on liait sur l'îlot Victor Hugo, ça participe aussi à la réfection des espaces publics pour les rendre plus agréables et pour inciter effectivement les berruyers et les non-berruyers à se déplacer et dans l'hypercentre pour profiter effectivement du patrimoine et tout ce que notre belle ville de Bourges peut leur apporter. La prochaine question est posée par Max. Suite aux travaux de l'îlot Victor Hugo, la rue Moyenne est donc en sens inverse pour la circulation. Les commerçants du centre-ville ont sûrement une baisse de fréquentation de la clientèle. La ville de Bourges prévoit-elle une indemnité compensatoire pour ces commerçants ? Alors, aujourd'hui, non, à l'instant où je vous parle, mais probablement demain. Donc, on va passer une délibération au conseil municipal, donc le prochain qui a lieu, je ne sais plus, 22 novembre, ou enfin, je n'ai plus la date exacte, donc dans une quinzaine de jours, qui proposera la mise en place d'une commission d'indemnisation, comme ça avait été fait pour l'avenue Marcel-Leglen en son temps, au mandat précédent, hein, quand les travaux ont eu lieu. Donc, cette commission qui est constituée d'un certain nombre de représentants des chambres consulaires, gérée par
géré par un magistrat, en tout cas, avec des représentants de la ville de Bourges, va déjà définir quel est le périmètre dans lequel les commerces seront pris en considération, va définir aussi quelle va être la méthode, quels vont être les critères d'indemnisation et la méthode pour y arriver. Et une fois qu'effectivement on aura passé tout ce cap-là, il y aura des dossiers qui devront être remis par les commerçants qui seront impactés dans ce périmètre-là, qui devront remettre effectivement ce dossier, qui seront à la fois de nouveau analysés par cette commission, et à chaque fois qu'on pourra, on proposera donc cette indemnisation en conseil municipal, comme une fois encore, comme ça s'est fait il y a quelques années. Donc c'est une procédure un peu longue, mais on doit procéder ainsi. Donc après, on verra effectivement si l'impact du changement de sens de la rue Moyenne et des travaux de Léo Victor Hugo ont impacté effectivement tous les commerces ou pas. Mais vous savez, c'est très simple. Je prends le cas passé que je vous citais tout à l'heure. On demandait de présenter le chiffre d'affaires avant les travaux, pendant les travaux et parfois après. Et c'était un des critères qui permettait effectivement d'attribuer ou non un dédommagement sur des éléments très, très factuellement. On n'en est pas là, mais voilà toute la démarche. La question suivante est posée par Geoffroy. La ville a-t-elle déjà envisagé de rendre la rue Moyenne définitivement piétonne, ce qui la rendrait plus silencieuse, moins stressante et relancerait le commerce? Oui, alors peut-être la relance du commerce, je n'en sais rien. Faites une enquête auprès des commerçants. Alors peut-être pas en ce moment, parce qu'effectivement c'est mauvais exemple, et vous allez voir qu'il y a loin d'avoir une unanimité sur la piétonisation de la rue Moyenne. Ceci dit, bon, c'est un sujet, ça fait des années et des années qu'on en parle. Ça n'est pas aussi simple que ça. Alors pourquoi c'est pas aussi simple que ça? Je vais vous expliquer. Moi j'ai demandé qu'on fasse une enquête, et cette enquête a eu lieu la dernière semaine de mai, ce qu'on appelle une enquête de comptage de fréquentation des voiries, des rues qui sont dans cet environnement, et puis une enquête en même temps d'origine-destination, qui permet de définir, quand il y a un véhicule dans une rue, où est-ce qu'on le retrouve sur son chemin, et là sur le périmètre de l'hypercentre. Alors, ont été concernés la rue Moyenne, la rue du Commerce, la rue Jacqueur, la rue Branly, la place Planchat, la rue Pellevoisin, la rue des Arènes. Bon, voilà, tout ce secteur-là. Bon. En fait, pour constater quoi? Il y a à peu près entre 6 000 et 8 000 véhicules jour qui empruntent la rue Moyenne. Et sur ces 6 000 à 8 000 véhicules jour, il y en a à peu près 20%, c'est-à-dire à peu près, on va dire, 2 000, qui viennent de la rue Branly, et qui viennent finalement du parking Cujas. Bon, pour faire simple, je m'attendais qu'il y ait beaucoup de véhicules qui prennent la rue Porte-Jaune pour repartir par la rue Moyenne, mais pourquoi pas? Mais donc la très grande majorité, effectivement, c'est le parking Cujas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que la place Cujas est un parking, si on rend la rue Moyenne piétonne, vous allez bien comprendre, donc on la ferme à l'interdit de la circulation, par où on fait échapper ces 2000 véhicules? Par la rue Jacques-Cœur, qu'on mettrait en contresens, par la rue Branly, et on leur ferait traverser la rue Cours-Salon pour reprendre la direction de la cathédrale, par la rue Porte-Jaune, qu'on mettrait dans l'autre sens. Vous voyez bien que ce n'est pas si simple que ça. Ça veut dire que, quelque part, les rues que j'ai citées ne sont pas des rues qui sont en capacité de recevoir autant de circulation. Bon, et puis j'entends déjà les riverains d'ici, on vit sur des rues pavées, enfin voilà. Bon. Donc vous voyez que cette décision, elle n'est pas simple. Bon. Alors après, il y a deux solutions, c'est-à-dire en fait, soit on supprime le parking Cujas, encore un grand débat qui dure depuis des années, et ça, je pense que si vous évoquez ça avec les commerçants, ils vous diront forcément le reste, qui permettrait effectivement de ne plus avoir ces 2000 véhicules et donc résoudre le problème de la piétonisation de la rue Moyenne. Soit effectivement on ne le fait pas, et il y a peut-être une autre solution qui consiste à, moi c'est celle pas que je préconise, mais que je sens depuis que j'ai ces éléments factuels, peut-être de rendre la rue piétonne comme une zone de rencontre. C'est-à-dire qu'une zone de rencontre qui finalement, alors on n'a pas beaucoup ça à Bourges, mais on a ça sur la rue Jacques-Cœur notamment, là où le piéton est prioritaire par rapport au vélo, et le vélo et le piéton sont prioritaires par rapport au véhicule. Ce qui fait que la vitesse pratiquée est très faible. Alors il faut revoir la configuration de la rue Moyenne, ce n'est pas une obligation, mais c'est une préconisation, c'est-à-dire finalement il faudrait casser les trottoirs et avoir des zones complètement planes. Mais voilà, donc cette réflexion, elle existe depuis très longtemps, mais moi je voulais avoir des éléments très factuels, parce qu'on ne prend pas une décision de mettre une rue en sens unique sans mesurer les conséquences que ça peut avoir. Et là, les éléments que j'ai aujourd'hui dans le contexte et l'environnement que je vous ai décrit
rend impossible la transformation piétonne de la rue moyenne. Alors, la prochaine question, elle est posée par Ludo Pali. Qu'en est-il de l'entretien des cimetières qui est géré par un groupe de personnes qui est de moins en moins nombreux? Et est-ce que les cimetières de Bourges vont passer au privé? Je sais que certaines communes sont en train de l'étudier. Non, on n'en est pas. Moi, je trouve plutôt que les cimetières sont plutôt bien entretenus. Sincèrement, on a très très peu de retours. Alors, je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, hein, mais on en a finalement très très peu de retours. D'ailleurs, en type d'entretien, on engazonne aussi les cimetières. On fait en sorte que l'entretien soit plus facile et qui nécessite effectivement moins de ressources. Mais en tout cas, voilà, moi globalement, sincèrement, j'ai très très peu de retours sur l'entretien des cimetières. Donc il n'est pas question aujourd'hui de transférer la gestion des cimetières au privé. Bon, il y a des réflexions peut-être sur certaines opérations, mais en tout cas globalement non, c'est pas du tout dans la politique de la ville. Une question de la session précédente, une question de Laurent. Depuis quelques mois, aux abords du plan d'eau du Val d'Oron, de nombreux détritus, énormément de bouteilles de verre, jonchent les hautes herbes. Que comptez-vous faire? Eh bien, nettoyer. C'est une évidence, mais nettoyer. Je suis d'accord avec vous, hein, je suis passé au plan d'eau il y a une quinzaine de jours et j'ai constaté effectivement, voilà. Mais alors, il faut encore relativisons. C'est pas que je veux dire que tout est propre, mais en tout cas, c'est quand même dans certains secteurs. Et puis le sol n'est pas jonché, de détritus. Mais de toute manière, il y en a trop. Ça, c'est une évidence. Donc, il faut effectivement que nos services, ils ont la consigne de passer régulièrement. Et je dirais aussi, c'est un peu comme je l'évoquais à un de vos collègues internautes tout à l'heure. Pour qu'une ville soit propre, déjà, il faut ne pas la salir. Bon, c'est une évidence. Si vous habitez dans un appartement, une maison, si vous voulez que votre appartement, votre maison soit propre, bah déjà commencez par ne pas le salir. Ça vous évitera beaucoup de travail. Une collectivité, c'est pareil. Bon, donc il faut qu'on sensibilise aussi les gens à la propreté, mais je crois que c'est culturel. Bon, d'abord, on va faire une grande campagne d'affichage dans les prochains mois pour rappeler aussi sur les règles, pour rappeler qu'il y a des amendes à la clé. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la police municipale est en capacité, si elle voit quelqu'un balancer une bouteille ou un détritus dans la rue, ou ailleurs d'ailleurs, de le verbaliser. Donc là, on va bien noter ça sur cette campagne d'affichage, il sera repris dans les nouvelles de Bourges. Et là, les consignes seront données aux agents de la police municipale et des ASVP pour faire maintenant, une fois qu'on aura fait du préventif, de faire du curatif, parce que je crois que les choses marchent aussi quand on est un peu dur. Quand je dis que c'est culturel, vous savez, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines de ça, alors, je ne sais pas si vous suivez mes réseaux sociaux, mais parce que je me suis exprimé là-dessus, j'ai visité la ville de Colmar, qui est dans le Haut-Rhin. J'ai peut-être trompé, hein, j'avais dit Bas-Rhin, mais c'est dans le Haut-Rhin. La ville de Colmar qui fait à peu près, elle a la même strate que la ville de Bourges, avec une agglomération à peu près identique. Je peux vous assurer, j'ai fait du comparatif, parce que c'est bien de critiquer sa ville, ça permet de faire progresser, mais je dis des fois, allez voir ailleurs ce qui se fait. Alors je ne dis pas que tout ce qui se fait ailleurs c'est bien, et tout ce qui se fait ailleurs c'est mal. Et tout ce qu'on fait à Bourges est bien, certainement pas. Mais en tout cas, j'aime bien comparer. Alors j'ai comparé la propreté, j'ai comparé le coût des stationnements payants sur voirie, sur les parkings ouvragés, le nombre de parkings non payants, le développement des zones d'activité, les zones économiques à l'extérieur sur la périphérie, le fonctionnement des commerces. Je peux vous assurer, quand vous êtes dans cette ville-là, une fois encore, qui est comparable à celle de Bourges, vous avez une ville qui est vraiment aussi propre que la ville de Bourges, où les stationnements sont beaucoup plus chers qu'à Bourges, où les zones périphériques, les zones commerciales de périphérie sont autrement plus développées qu'à Bourges, et où les commerces fonctionnent drôlement bien. Donc voilà, c'est pour ça que je le redis de temps en temps, parce qu'on critique notre ville, une fois encore, tout est critiquable, mais arrêtons de dire que tout ne va pas, quoi. Bon, il y a des choses qui font très bien, et moi j'aimerais que chaque Berruyer soit ambassadeur de sa ville, et la vende, et dise ce qui est bien, plutôt que toujours entendre, il n'y a plus de commerce, et c'est ça, et il y a ceci, ça roule trop vite, et là il y a un giratoire, il faut mettre un stop, là il n'y a pas de giratoire, il faut en mettre un. Très bien, il faut sans doute progresser. Et là, on refait pas suffisamment les rues. Et puis quand on fait les rues, ça fait des travaux et on ne peut pas circuler. Et la rocade, on est en train de la finir. Ouais, mais la rocade, elle ne va pas, elle est impraticable. Enfin, vous voyez, si je fais le résumé de tout ce que j'ai retenu là tout à l'heure depuis le début du chat,
je me dis, mais pourquoi les berruyers restent à Bourges, quoi. Voilà. Bon. Alors, voilà, une fois encore, je comprends les critiques. Notamment, je reviens sur votre question, sur le fait que les abords du lac sont sales, et je suis d'accord avec vous, puisque je l'ai constaté dans une quinzaine de jours. Et pour ça, il faut effectivement faire en sorte que les gens ne jettent plus. En plus, il y a des poubelles, enfin, on a mis tout ce qu'il fallait autour, et puis que nos équipes d'agents municipaux interviennent dès qu'il y a un soupçon, on dirait, de saleté. J'étais un peu long, excusez-moi, mais voilà, je voulais faire un petit break après 35-40 minutes de chat vidéo. Alors, la question suivante est posée par Lucien Bardot. Êtes-vous pour ou contre les gilets jaunes du 17 novembre prochain? Oh, je suis ni pour ni contre, hein. C'est peut-être pour ça qu'on dirait que je suis un centriste. Moi, vous savez, les gens peuvent manifester leur mécontentement, ça c'est la démocratie, et en France, on peut encore le faire. Bon. Maintenant, sur ce mouvement-là, je dirais qu'il doit y avoir une logique. Bon. Je voudrais être convaincu que les gens qui vont se déplacent bien pour la raison qui est évoquée dès le départ, c'est l'augmentation des taxes sur les carburants. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait que ça. Je peux me tromper. Deuxièmement, la plupart des gens, j'en doute, pas une minute, viendront avec leur voiture. Voilà, parfois très loin. Donc là, l'augmentation des taxes ne va pas leur poser de problème. Et troisième élément, je vois un peu ce qui est prévu en termes de blocage quand on va bloquer la ville sur un certain nombre de giratoires. Très bien, mais par contre, on va peut-être aussi gêner des gens qui ont envie de travailler, qui n'ont pas forcément envie de manifester, qui sont peut-être pas d'accord, qui sont peut-être d'accord avec les manifestants. Hein, ça, voilà. On doit laisser la liberté aussi à ceux qui veulent circuler de circuler. Voilà. Donc c'est tout ça. Je dis que tout mouvement de manifestation, moi je respecte une fois encore parce que c'est la démocratie et on peut le faire aujourd'hui, mais faisons-le dans le respect. Alors maintenant. Vous savez, les taxes sur les carburants qui augmentent, je vais donner simplement mon avis. Elles n'augmentent pas depuis 2017. Les taxes augmentent depuis très très longtemps. Bon. C'est une source de revenus pour l'État. Il ne faut pas l'oublier. Une fois encore, je ne défends pas le gouvernement qui est en place particulièrement, mais c'est une source de revenus importante. Le tabac est une source de revenus importante. Les jeux de hasard, le tiercé, le quartet sont aussi une ponction, une ressource financière de l'État. Et les choses augmentent de plus en plus. Bon. Et je ne vois pas beaucoup de gens qui sont dans la rue justement pour manifester contre les gens qui fument en leur disant vous vous rendez compte, ça coûte cher et ça rapporte à l'État. Je ne vois pas beaucoup de gens qui sont dans les bars de PMU tous les jours de la semaine pour dire mais arrêtez, vous voyez bien, vous êtes en train de nous taxer sur les jeux, sur les tiercés ou sur les jeux de hasard. Donc voilà, tout ça, je vous dis pourquoi pas, mais soyons cohérents et des fois, il y a des choses qui me gênent dans ces manifestations. Mais voilà, bon, après, je respecte le choix de chacun. En tout cas, moi, je n'ai pas de gilet jaune, donc je ne serai pas présent. Une question de la session précédente, une question très courte d'Esteban. Qu'en est-il de la déchetterie? C'est-à-dire? Alors, je vais imaginer votre question, parce que là, il manque de précision, ça va être la déchetterie, le projet de l'implantation de déchetterie dans le quartier de l'aéroport. J'imagine que c'est ça. Donc on a stoppé ce projet, on est en train de travailler sur la mise en conformité, alors ça va être simple, mais la mise en conformité de la déchetterie des donjons. Voilà, parce qu'on a de l'espace foncier qui s'est libéré à proximité, donc nous sommes en train de regarder la possibilité de la rendre conforme, parce qu'aujourd'hui elle ne l'est pas en tout cas, ce qui permettrait à la fois de ne pas bouger cette déchetterie, et puis de faire en sorte effectivement de la rendre conforme, mais bon, ça va demander encore un petit peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de contraintes environnementales, notamment là-dessus, des sécurisations, de la circulation. Donc voilà, donc pour l'instant, le projet d'implantation de déchetterie à l'aéroport est suspendu. Question suivante posée par Alexandrine. Pourriez-vous nous indiquer si des travaux de rénovation sont prévus dans les centres de loisirs de la ville? Voilà, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Donc là, bon, une fois encore, je vais répondre à la même réponse que ce qui a été évoqué tout à l'heure sur des voiries. On est en train de préparer le budget d'investissement et de fonctionnement donc 2019, hein, donc qui sera voté au mois de mars l'année prochaine.
Et en tout cas, voilà, on m'a rendu une première copie de toutes les propositions des services et des élus, quels que soient d'ailleurs les sujets. Et je sais qu'il est question, j'ai vu passer quelques lignes sur les travaux dans les centres de loisirs. Donc, bon, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qui sera retenu, mais en tout cas, je sais que déjà, il y a des propositions. Mais il va falloir qu'on trie ces propositions, simplement pour vous donner une idée. Hein. On a fixé nos enveloppes d'investissement à hauteur de 23 millions d'euros pour les années pour l'année prochaine. En tout cas, c'est à peu près en moyenne l'enveloppe d'investissement qu'on a validé depuis 2008, au moins depuis 2008. Hein. C'est à peu près ce niveau d'investissement. Et puis que dans les propositions qui ont été faites aujourd'hui, une fois encore, c'est la compilation des différentes demandes des services et des élus. J'arrive à 30 millions d'euros. Donc voilà, il faut en trouver 7. Donc vous imaginez que ça ne va pas être simple, c'est d'arriver à avoir des coupes sombres. Donc les coupes sombres, il va falloir qu'on le fasse en discussion. Donc voilà. Je ne sais pas si les centres de loisirs vont faire partie de ces coupes sombres. En tout cas, voilà, ce n'est pas une décision que je prends tout seul. On le fait en concertation avec les élus et les services. Donc voilà. En tout cas, il y a des choses qui ont été inscrites pour l'instant. La prochaine question est posée par Marie Lacaille. Est-il obligatoire de mettre son ticket de rodateur sur le tableau de bord? J'avais cru comprendre que ça n'était pas indispensable si l'on avait rentré sa plaque. Ah si, absolument, c'est indispensable, Marie Lacaille, que je connais bien par ailleurs. Si, c'est indispensable, et puis même, si ça ne l'était pas, j'aurais tendance à dire mettez-le, ça coûte pas cher, si ça oblige effectivement à revenir à sa voiture, je comprends, mais en tout cas, alors, sauf mes connaissances de la réglementation, mais moi j'ai en tête qu'il faut absolument mettre le ticket sur le tableau de bord. C'est beaucoup plus simple d'ailleurs pour les agents de surveillance des voiries de visualiser effectivement que le ticket est à jour et sur le tableau de bord. Une question de Guillaume. Est-ce que vous envisagez de faire passer un tramway dans les rues de Bourges? La réponse est non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi la réponse est non. Parce que, alors il y a un tramway qui existait à Bourges, hein, donc moi j'ai pas connu, hein, mais les jeunes gens qui sont en face de moi, qui sont beaucoup plus âgés que moi, ont connu. Et d'ailleurs, moi j'ai connu les derniers rails qui ont été enlevés, c'était rue des Arènes, donc je me souviens, j'ai connu ça. Voilà, un tramway, pourquoi je vous dis non? Parce que d'abord on a une ville qui est pas étendue. D'abord, on n'a pas une grande ville, une ville de 70 000 habitants, qui n'est pas étendue, qui est assez concentrée. Donc la traversée finalement de la ville se fait en très peu de kilomètres. Hein, grosso modo entre 5 et 6 kilomètres de traversée. Ce qui serait moins le cas si on avait une ville qui était parfaitement étendue, hein, où les distances à parcourir seraient plus élevées. Et puis derrière ça, il y a un problème de coût. Un tramway coûte très cher, d'abord en investissement et en fonctionnement. Et donc tout ça, ça ne se justifie pas. Ce qui fonctionnait à la fin du 19e siècle, début du 20e, enfin plutôt début du 20e siècle, ne justifie pas aujourd'hui. Par contre, ce sur quoi nous sommes en train de travailler, c'est sur un bus à haut niveau de service. Alors c'est quoi un bus à haut niveau de service? Alors je vais le faire un peu simple, c'est un tramway sur roue. Bon, alors c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire en fait l'idée, c'est que sur une ligne qui est la plus fréquentée, donc c'est la ligne 1, hein, qui s'appelle plus complètement la ligne 1, mais enfin celle qui joint, on va dire, le nord de la ville au sud de la ville, c'est celle qui est plus fréquentée, d'avoir un bus qui fonctionne autant que faire se peut sur des voies qui lui sont réservées. Hein. Alors ça n'augmente pas la vitesse, mais ça peut augmenter la fréquence. Hein. Donc voilà, alors ça c'est un gros investissement, alors pas tellement par rapport au bus, mais surtout sur les aménagements de voiries. Hein. Alors il y a des voiries où c'est relativement simple, si vous prenez l'avenue Charles de Gaulle, bon, vous avez suffisamment d'espace pour avoir une voirie dédiée, mais dès lors que vous arrivez au pont supérieur, vous voyez que ça commence un peu à se compliquer, quoi. Bon, donc voilà, donc c'est un budget important, je crois qu'on est de l'ordre de 20 millions d'euros, hein, donc vous voyez c'est assez lourd, mais en tout cas, voilà, on travaille dessus. Donc, c'est porté le projet par le syndicat Globus. Mais en tout cas, ça peut répondre effectivement à un besoin, mais un tramway, très sincèrement, c'est utopique. Alors, à nouveau, une question de la session précédente et de Jimmy de Bourges. La ville de Bourges héberge-t-elle des migrants ainsi que des réfugiés? Si oui, les moyens financiers sont-ils importants? Alors oui, la ville de Bourges recueille des migrants, bien évidemment, mais la ville de Bourges, enfin ça coûte zéro à la ville de Bourges, quoi. Voilà. Donc j'avais insisté dès le départ, des vagues de migration là, qui ont eu lieu il y a 2-3 ans, auprès de la préfecture. J'avais dit très clairement, moi je ne suis pas hostile à ce que le territoire accueille des migrants, parce que je pense que c'est le rôle de la France
le faire. Je rappelle qu'on est, on est le territoire le pays des droits de l'homme, et que c'est notre devoir de le faire. Maintenant, les choses doivent se faire de façon intelligente et raisonnable. Bon. Donc, je ne veux pas faire politique, mais en tout cas, voilà. Donc, moi, mon positionnement, c'était oui, pourquoi pas à Bourges, mais il faut que ce soit d'une façon raisonnable et raisonnée. Et en tout cas, il est clair que la ville de Bourges ne mettra pas 1 euro sur ces choses-là. Ça, c'est de la responsabilité de l'État, et uniquement de l'État. Chacun ses compétences, et à l'époque où l'État, et c'est pas nouveau, on transfère des compétences sur les collectivités et en même temps on ferme le robinet, réduit les recettes, là aussi il faut être cohérent. Donc voilà, donc effectivement on reçoit un certain nombre de migrants régulièrement, voilà, qui sont traités donc, par les services de l'État comme tous les migrants peuvent être traités, et plutôt bien traités en tout cas. La prochaine question est posée par Michel Bailly. Que pensez-vous de la nouvelle tarification d'Aglobus mise en place depuis le 1er juillet dernier? Écoutez, il y a plutôt intérêt que j'y sois favorable puisque je préside Aglobus. Donc si le président ne l'était pas, bon, quoique des fois certains présidents ne sont pas d'accord avec ce qu'il présente, mais en tout cas, voilà. C'est un sujet qui a été pris à bras le corps d'une façon très méthodique. En fait, on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, une grille de tarifaire qui était très très compliquée, qui s'était enrichie au fur et à mesure des années. Et finalement, au bout d'un moment, plus personne n'y comprenait grand-chose. Et donc, on a pris ce sujet avec... il y a un groupe de travail de tarification qui rejoint, enfin qui réunit en fait des élus de différentes communes qui adhèrent au syndicat Globus, donc il n'y a pas que des élus de Bourges, et des services pour essayer d'avoir et ça s'est fait aussi avec, avant la rédaction du cahier des charges qui a servi à lancer le marché qui a été lancé donc en 2017. Et il y a eu cette réflexion d'une tarification solidaire et plus simple. Donc solidaire, ça veut dire qu'effectivement, les moins fortunés payent moins cher, ceux qui sont, je dirais, dans la moyenne, ne voient pas leurs tarifs effectivement beaucoup évoluer, et puis ceux qui sont un peu plus fortunés payent un peu plus cher pour les autres. Voilà, donc c'est un tarif qui me paraît assez juste, qui est d'ailleurs calculé sur le coefficient familial, qui est plutôt une bonne chose. Et puis voilà, moi sincèrement je le trouve juste. Alors évidemment j'ai eu des retours, mais pas beaucoup, pour tout vous dire. Alors, c'est les retours, vous savez, c'est ceux qui payent plus cher. Donc, mais curieusement, ceux qui payent plus cher, ce sont ceux qui ont un tout petit peu plus d'argent. Donc je ne dis pas qu'il faut taxer ceux qui ont de l'argent, parce qu'ils l'ont sans doute mérité. Mais en tout cas, les retours que j'ai eus, c'est là-dessus. Puis je pense qu'on a vu aussi une méconnaissance, notamment des familles qui visiblement ne connaissaient pas aussi je dirais le système qui permet à l'enfant de rejoindre son domicile à l'école et uniquement dans cette utilisation-là. Donc on a fait découvrir aussi les autres services. Donc voilà, très sincèrement, je pense que d'abord, moi je n'ai pas participé à ce débat-là parce que voilà, je pense qu'il fallait que ce soit d'autres qui le fassent. Il y a eu un gros travail qui a duré plusieurs mois pour vraiment que cette tarification soit juste. Et je pense qu'aujourd'hui, très objectivement, on est arrivé à quelque chose de simple et qui doit répondre très objectivement. Quand vous regardez, en fait, même les tarifs les plus chers, enfin, j'ai plus en tête, et vous ramenez à une utilisation, on va dire, permanente des lignes de bus, et vous ramenez ça au coût du trajet, on a vraiment là aussi une tarification qui est très peu chère à Bourges. Mais évidemment, dès qu'il y a une augmentation, on râle. Mais par contre, quand les tarifs diminuent, on n'entend personne. La question suivante, posée par Michel. Les rues autour de l'église Saint-Pierre, donc rue du Secrétin, rue du Four-au-Roi, rue des Cordeliers, etc., sont impraticables en vélo et les voitures entraînent des nuisances sonores importantes. Peut-on envisager le goudronnage de ces axes, comme cela a été fait place Clamecy, située à côté de l'église? C'est possible, mais c'est marrant, on voudrait finalement mettre de l'enrobé partout. Alors déjà, on a bien aménagé, je trouve, j'y suis allé donc, en fin de semaine dernière, jeudi, le tour de l'église, et puis le parking, ça c'est plutôt sympa. C'est vrai qu'on a des rues pavées à Bourges, voilà. Bon, et ça fait partie un peu de son charme. Alors, c'est sûr, pour faire du vélo, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Bon, je suis assez d'accord avec vous. Bon. C'est vrai que quand un véhicule, même s'il ne roule pas vite dans une rue piétonne, ça a tendance à faire du bruit, notamment dans des rues comme celles que vous avez citées. On prend la rue de la Chape, par exemple, pour citer celle-là, qui sont des vrais entonnoirs à bruit. Et ça, c'est vrai que c'est gênant. Mais on ne va pas défigurer sur une ville qui est historique,
qui a un patrimoine en mettant de l'enrobé partout. D'abord parce que je pense que l'architecte des bâtiments de France nous l'interdira. Alors, pourtant, on l'a fait, et je suis d'accord avec vous, mais en accord avec l'ABF sur la rue Clamecy en particulier. Mais voilà, on va pas mettre d'enrobé partout. Voilà, donc, vous savez, la pratique du vélo, il suffit peut-être aussi de passer ailleurs. Bon, encore, la rue n'est pas trop étendue. Hein. Soit vous passez la rue de Ron à contresens, parce que vous avez le droit de la prendre en contresens. Certes, je vous l'accorde, elle n'est pas très large. Face à une voiture, c'est compliqué. Surtout, n'allez pas sur les trottoirs. Vous allez de l'autre côté, là, côté de la Loblé. Bon, vous pouvez passer dans ces secteurs-là où il y a de l'enrobé. Bon, voilà. Donc, aussi, je pense que quand on fait du vélo, il faut adapter son cheminement par rapport à ce qu'on a envie de faire ou pas envie de faire. Mais de là à remplacer tous les pavés de la ville de Bourges pour mettre des enrobés, je crois que ça me paraît un peu compliqué. Maintenant, si on était amené à refaire cette rue, hein, bon, ou ces rues, hein, c'est pas forcément d'actualité à l'instant où je vous parle, on pourrait peut-être proposer à l'ABF d'utiliser des pavés sciés. Les pavés sciés, c'est ce qu'on a, par exemple, on a mis à l'intersection de la rue Coursalon et la rue Porte-Jaune, hein, dans ce secteur-là, c'est ce qu'on a mis à proximité de la cathédrale. C'est ce qu'on va mettre d'ailleurs en cheminement à proximité de l'îlot Victor Hugo. C'est peut-être ça la solution, de garder l'esprit du pavé, mais par contre des pavés sciés. Enfin bon, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Et c'est pas sûr que l'ABF le valide. Et enfin, la dernière question posée par Guillaume Titi. Est-ce que vous prévoyez de créer un parcours de santé au Val d'Oron, parc paysager ou autre? Oui, c'est tout à fait dans l'esprit. Moi, c'est une demande que j'ai formulée déjà l'année dernière. Je veux qu'on complète, je dirais, l'équipement de ce plan d'eau, notamment les équipements qu'on a mis en place à proximité de la plage, hein, tout ce secteur-là. Et effectivement, l'idée d'un parcours santé pourrait être intéressante. Alors, on pourrait faire peut-être plusieurs phases. On n'est peut-être pas obligé de faire tout cette année, mais effectivement, j'ai dans cette idée de pouvoir compléter les installations, des infrastructures dans ce secteur-là. On retrouve les cours de tennis, la base de voile, la base d'aviron, la plage, par un parcours sportif de proximité. Voilà, c'est tout à fait d'actualité. Je veux qu'on crée de l'animation sur ce plan d'eau, parce que c'est un patrimoine important. C'est vraiment la chance d'avoir ce plan d'eau à Bourges, et notamment pas très loin du centre-ville. Donc il faut l'agrémenter, il faut faire en sorte que les gens l'utilisent encore davantage. Ça a été beaucoup le cas depuis que l'aménagement de Rocade Verte a été fait autour. Mais voilà, il faut compléter, et c'est tout à fait dans cet esprit. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, donc j'ai compris que c'était la dernière question pour cette session donc, du mois de novembre. Donc merci encore 1000 fois donc, d'animer cette séance d'échange avec le maire, avec des questions d'horizons complètement différents, avec des thématiques complètement différentes. C'est pas fini, hein, donc nous allons encore une session le mois prochain, donc je vous donne rendez-vous, notez ça dans vos agendas, le 11 décembre, à la même heure, au même lieu en ce qui me concerne en tout cas. Ah non, en fait j'aurais changé le lieu normalement, si j'ai bien compris, mais en tout cas vous verrez pas de différence. En attendant, donc je vous remercie encore une nouvelle fois, je vous souhaite une très très bonne soirée, et puis à très bientôt. Au revoir.